Bien, bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Ça va pas être simple, mais enfin, bon, les fièvres d'origine indéterminée qu'on présente à un grand tour sont rarement simples. À toi. Voilà. Bonjour à tout le monde voilà, je vais vous présenter un cas clinique. Donc, fièvre d'origine indéterminée chez un septagénaire. Voilà. Chez un patient de 76 ans qui nous a été transféré de la gériatrie. Donc admis initialement pour un bilan de chute dans un contexte de fièvre 2 fois par jour depuis une semaine. À l'arrivée en médecine interne, le patient présentait des pics fébriles 2 fois par jour depuis 5 semaines, une asthénie importante et une perte d'autonomie surtout. Comme antécédent, le patient avait un antécédent de myocardite en 1961, un adénocarcinome prostatique en 2010 qui a été traité par curithérapie, avec une récidive ganglionnaire en mai 2023 qui est traitée par radiothérapie pelvienne, un diabète de type 2, une cirrhose depuis 2020, hypertension artérielle. Antécédents chirurgicaux, il y a une appendicectomie, une PTH droite. Tabac, il en fumait 5 cigarettes par jour, qui est équivalent à 10 cigarettes par jour. En termes d'alcool, bah, il a arrêté une semaine avant l'hospitalisation. Consommation journalière qui variable d'un jour à l'autre, ça peut aller jusqu'à une bouteille par jour. Allergie, Une bouteille de quoi? De vodka? de l'alcool fort en tout cas. Un alcool fort. Ouais. OK. Voilà. À l'arrivée chez nous, donc les paramètres étaient normaux, sauf la température. Donc ce matin-là, il avait encore chauffé, il avait un 38,2. À l'examen clinique, le patient il avait juste une mauvaise hygiène bucco-dentaire avec une tuméfaction de la gencive inférieure, enfin, de la gencive de la mâchoire inférieure droite. Et sinon, le reste de l'examen était sans particularité. Donc, le bilan en gériatrie, donc, le patient est hospitalisé le 28 du 11 pour un bilan de chute dans un contexte de fatigue progressive et une possibilité de sortir de son lit, dans un contexte infectieux probable avec la fièvre 2 fois par jour, une toux sèche, myalgie diffuse. Donc, il n'y avait pas de point d'appel clinique au départ, donc ils n'ont pas mis d'antibiotiques, à l'arrivée en tout cas. Donc, ça, c'est la bio à l'arrivée. Donc, on voit la bio, surtout des réticulocytes qui sont un peu élevés, des plaquettes, une légère thrombopénie, donc à 144 000. Mais le fait marquant, c'était surtout au niveau de ces lymphocytes. Donc, la valeur totale était de 200, avec des lympho B qui étaient à 100, et lympho T qui était à 100 aussi, et les NK qui étaient à 0. Et un taux de monocytes qui était presque à 2050. Le reste de la prise de sang, ben, il y avait une hyponatrémie à 130, des CK à 1783, mais dans un contexte rhabdomyolyse sur la chute, et une CRP qui était à 63. Le virus respiratoire était négatif. Au niveau de la radiothorax, c'était fait en position couchée, donc il n'y avait pas de franc foyer, et un ému qui était négatif. Donc, évolution en gériatrie, donc dans la semaine qui suivait, le patient gardait ses pics fébriles 2 fois par jour. Il y avait une suspicion de foyer pulmonaire clinique qui a été traité empiriquement par Augmentin pendant 5 jours, mais le cétothorax est revenu négatif. Au niveau de la biologie, le patient présentait toujours un syndrome inflammatoire qui ne se calmait pas, et donc il y avait une persistance de lymphopénie sévère avec la thrombobinie qui s'aggravait. Au niveau de l'imagerie, donc il y avait le CT abdomen pour un foyer profond était négatif, et une échographie de l'abdomen a été faite aussi pour l'altération de test hépatique, mais qui montrait juste une stéatose hépatique. Voilà, donc à ce stade. Ah, alors, ah, tu t'échappes, Khalid. Au moment où j'arrivais chez toi, je vais devoir me rabattre chez les gériatres, là. Pardon. Hémoculture? Oui, Hémoculture. ça a été fait à chaque fois qu'il chauffait, mais c'était négatif jusqu'à présent. Hémoculture négative. Ça n'a pas été demandé à OK. ce stade-là. Donc, la lymphopénie est quand même assez, la lymphopénie est quand même assez profonde, hein. Il y a 200 lymphos. Ah, il y a quelque chose à l'extérieur. Ah, on demande s'il y avait de l'acide. Non, il n'avait pas d'acide. Pas Il n'y avait pas de... d'acide. Attends, attends. Que se passe-t-il au niveau de sa bouche? Est-ce Là, que il est tu en as... gériatrie, donc nous, on ne l'avait pas vu encore, donc il n'est pas encore descendu chez nous.
Donc ça, c'est le bilan de la gériatrie. Donc il n'est pas encore descendu chez nous. Donc ça, je fais un récapitulatif de ce qui a été fait en gériatrie. Et O- on va avancer, il va arriver chez nous après. Ok. Ah non, et t'as pas encore mis l'examen clinique de chez nous. Non, l'examen clinique, c'était chez nous. Les Ah, antécédents chez nous. Mais ok, après, mais donc là, ok, oui, et donc au la niveau de la bouche, bouche, j'avais juste une suspicion d'un abcès dentaire. Donc c'était un gonflement au d'accord. niveau de la mâchoire inférieure, mais on savait pas. Ça traînait depuis longtemps, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc Bon, les fièvres d'origine dentaire ne sont en fait pas des fièvres d'origine dentaire, hein, parce que généralement les dents sont mortes, donc pas de raison qu'elles donnent de la fièvre. Et donc ce qui donne la fièvre, c'est l'ostéite qui se trouve en dessous. Et donc c'est des ostéites dentaires, donc une véritable ostéite. Et donc il faut toujours s'en méfier quand il y a des dents noires ou il y a des chicots, et ça peut ouais. donner des tableaux extrêmement sérieux. Je me souviens comme ça d'un cas publié dans l'American Journal of Medicine où sur fièvre d'origine indéterminée, ils avaient été jusqu'à faire une splénectomie. Et puis après, comme on n'a pas trouvé, on a appelé l'interniste qui a dit, écoutez, enlevez cette dent, ça ira mieux. Effectivement, c'est une fièvre d'origine dentaire. Bon, maintenant, parfois, on peut se tromper. Tu vois, à l'hôpital militaire, un patient qui est arrivé avec le même type de tableau, il n'a plus une dent qui est en bon état. Et donc, avec des ostéites à toutes les dents, quoi. Bon, donc, je dis, bon, on va enlever toutes les dents, quoi. De toute façon, même s'il y a autre chose, avoir des abcès comme ça, c'est pas bon. Finalement, c'est un cancer du rein. Mais voilà. Mais donc, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme ça des tableaux radiologiques d'ostéite dentaire, mais sans aucune manifestation. Et donc, pourquoi est-ce que certains patients font des problèmes ou d'autres? Bon, enfin, on va voir avec Oui. celui-ci. OK. Mais là, c'était encore le bilan en gériatrie. Donc voilà. Donc, ils ont quand même demandé dans le bilan de cette fièvre des sérologies qui sont pour la plupart négatifs. Donc, ça n'était pas demandé en même temps, donc c'est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, il y avait quand même le chlamydia IgA positif et IgG positif. Donc, oui, je pense. Donc, il y avait les sérologies sont pour revenus positifs pour IgA positif pour la chlamydia et les IgG positifs aussi. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de traiter par Zitromax pendant 5 jours. Voilà. Dans la suite du bilan, donc le Ça, patient malgré... ça te parle, ça, Jean? La Ben, chlamydia? non, parce qu'il y a pas de foyer pulmonaire du tout. Donc, je vois pas pourquoi on traite un chlamydia. Non. Mais il y avait juste un point ici, donc les germes intracellulaires étaient négatifs, donc ils avaient quand même demandé pour la FFQ et la brucellose qui était négative, en plus de l'hépatite et l'HIV qui était négatif à ce stade-là. Mais c'est des résultats qui sont revenus plus tard, donc j'ai fait un résumé. Voilà, ici, il a été traité pendant 5 jours par Zitromax, mais au niveau de l'évolution, il n'y a pas eu de changement. Donc le patient gardait toujours sa fièvre, la fatigue, le syndrome inflammatoire qui persistait. Et ça s'est aggravé d'une anémie en plus, donc le patient est passé en pancytopénie. Ils ont quand même demandé donc un ETO pour voir une endocardite qui était négatif, une ponction endomale qui a été réalisée, donc qui montrait une lignée érythroblastique augmentée, mais en rapport avec l'anémie périphérique, une lymphopénie sévère. Donc l'immunophénotypage montrait que le T était beaucoup plus diminué que le B, et il n'y avait pas d'activation de macrophages. Donc, le typage lymphocytaire montrait que c'était les CD4 qui étaient presque absents, les CD8 fortement diminués, mais il n'y avait pas de clone à ce stade. Voilà. Le bilan autonome a été demandé ici qui était négatif. Il y avait électrophoresé des protéines avec une gamma globuline qui était de basse. Donc, ils ont demandé un PET scan dans le bilan qui montrait donc un foyer ganglionnaire au niveau de la parotide et des chaînes latéraux cervicales droits, plutôt aspécifiques. Pas d'argument pour une vasculite et un métabolisme ostéomédulaire et splénique augmenté. Donc, vers la fin du bilan, ils ont quand même fait un ému parce que le patient continuait à chauffer. Il y avait un pseudomonas, mais à ce stade, il n'y avait pas de globules blancs, il n'y avait pas de leucocytostérase. Voilà. Donc, ils ont recontrôlé 48 heures après, mais que le résultat était similaire. Et là, le patient a été mis sous glazidime euh, et là, après, il était transféré chez nous. Voilà. Donc, en résumé, c'est un patient de 76 ans qui a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, interalcoolothagogique, des antécédents de cancer de la prostate en 2012 avec récidive en 2023.
une périxie persistante depuis presque 5 semaines, une lymphopénie sévère qui s'est transformée en plus par une pancytopénie, un bilan infectieux qui n'était pas très... Maintenant, j'ai le son, mais pas l'image. C'est quoi la remarque? Il a le son, mais pas l'image. Non. Je crois qu'ici, le contrôle montre que l'image fonctionne. Oui. Donc, est-ce qu'on pose la question par rapport à la rate? Oui. Elle est hypermétabolique, augmentée de volume, pas augmentée Elle de était, pas, volume? elle était juste hypermétabolique, mais pas augmentée de volume. Il n'y avait pas d'organomégalie, ce qui était décrit au scanner. OK. Voilà. Donc, le patient a été mis sur les... Donc, en résumé, donc, le patient de 76 ans avec un mauvais hygiène bucco-dentaire, antécédent de cancer. Donc, une pérexie persistante depuis environ 5 semaines, une lymphopénie sévère, puis une pancytopénie, un bilan infectieux qui n'était pas très concluant, mais il a quand même eu trois cures d'antibiothérapie sans effet. Un bilan humain négatif et un PET scan qui montrait des ganglions, mais de façon inspécifique. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un des idées. Ah, bon. Oui. PCR, CMV, BV, on demande. Ça n'a pas été encore demandé, Ah, mais OK. on va le compléter après qui est négatif, a priori. Et il n'y a pas de lymphocyte atypique. Non, Non. C'est vraiment plutôt fortement lymphopénique. ouais. On s'attendrait quand même dans un CMV aigu ou un EBV aigu à avoir plutôt une lymphocytose avec des lymphocytes atypiques. Ben, sur le tableau hématologique, je trouve que ce qui est le plus impressionnant, c'est la lymphopénie, hein. Il y a 200 lymphos, quasi pas de CD4. Et en plus, avec une telle lymphopénie, on peut tout avoir. Je veux dire qu'il faut élargir le spectre du diagnostic différentiel des fièvres d'origine indéterminée à des situations d'immunodéficience, et ça élargit largement, notamment au niveau infectieux, les, les- les possibilités. Khalil, Dans ce cas, moi, je pense également il y a le problème de... J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite splénomégalie et puis que ça fixe une lymphopathie monoclonale chronique à localisation de lymphome splénique ou quelque chose de ce genre. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, euh, je reste encore sur le problème dentaire. OK. Oui. Alors, bon, c'est clair qu'on aimerait avoir un panorex dentaire, de voir ce qui se passe au bout de ces mauvaises dents. Ah, on a trois suggestions infectieuses là, comme une mitraillette, VIH, leishmaniose, parvovirus B19. Mais à ce stade, le VIH est négatif parce que dans la prise de sang au début, la sérologie était négative. OK. Mais enfin, je veux dire déjà, c'est déjà négatif, mais on va y arriver par le leishmaniose et pour le CMV et OBV. Ah, on va en On reparler. va en parler Ah après, ben voilà, ben donc ils seront contents sur le chat alors. OK. mais ils sont tous négatifs autour. Voilà. Donc, juste un bref rappel sur les lymphopénies. Donc, les valeurs normales de lymphocytes dans le sang, c'est entre 1000 et 4000 par millimètre cube, représentent 30% des globules blancs dans le sang. Des valeurs sanguines de lymphocytes, donc les T représentent 60 à 80% de la population, et dans la population T, 60 à 70% sont des lymphocytes T helper d'OCD4, et 30 à 40 sont des lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes B représentent 10 à 20% des lymphocytes, et les NK killers 5 à 10. Donc la lymphopénie, on peut la grader, donc surtout en oncologie. Donc lymphopénie inférieure à 1000 sont des lymphocytes inférieurs à 1000 par millimètre cube. Grade 1 comprend entre 1000 et 800, grade 2, 800 à 500, grade 3, 500 à 200 et grade 4, inférieur à 200. Donc chez notre patient, il était environ grade 4.
Étiologie de lymphopénie. Donc, en première hypothèse, c'est toujours infectieux. Donc, il y a des infections virales qui peuvent provoquer ça, comme la HIV. Je crois qu'il y a une question. Oui, oui, dans la suite, on demande les autres virus du groupe de l'herpès également, Oui, HHV6, HHV8, etc. OK. voilà. Donc, ça peut être d'origine virale, comme l'HIV, SARS-CoV ou l'influenza, hépatite, CMV, OBV, HHV6, bactérienne comme la tuberculose, brucellose ou Whipple, fongique, histoplasmose, aspergillose, parasitaire comme le malaria, leishmania, et iatrogène, donc chez les patients qui ont une immunosuppression par corticoïdes ou des immunothérapies, les chimiothérapies comme le fludarabine et la cladribine, la radiothérapie, les maladies systémiques comme les maladies auto-immunes, le lupus, polyarthrite, rhumatoïde ou l'autre maladie auto-inflammatoire comme la sarcoïdose, l'insuffisance rénale, les néoplasies, surtout les lymphomes et des hémopathies malignes, ainsi que des autres tumeurs pour provoquer ça aussi. L'immunodéficience congénitale, donc déficit immunitaire combiné sévère, mais ça arrive surtout chez les enfants. Autre cause, ça peut être éthylisme chronique, malnutrition, carence en zinc et les entéropathies exsudatives. Donc, chez nous, on a quand même complété le bilan par la recherche des parasites. Donc, le malaria était négatif, le leishmania était négatif. Le tuberculose est revenu négatif, mais le patient, il avait moins de 100 lymphocytes. Le Whipple est revenu négatif, le CMV négatif, EBV négatif, la HHV6, HHV6 négatif, et l'aspergillose est revenu négatif aussi. Voilà. Donc, à ce stade, on pouvait déjà exclure tout ce qu'on avait recherché, donc là, tout ce qui est viral. Tuberculose, on n'avait pas vraiment de foyer, même si le quantiferon était un peu douteux. Fongique, c'était négatif. Malaria, leishmania était négatif. Le patient n'avait pas eu de corticoïdes, pas d'immunosuppression, pas de chimiothérapie. Radiothérapie, il l'avait eu par contre. Maladie systémique, il n'était pas connu pour ça, et donc le bilan anti-humain était négatif. Il n'y avait pas de foyer pour la sarcoïdose, ni la clinique. La tumeur, bah, il n'y avait pas de tumeur solide à ce stade-là, le PET scan était négatif. Ça, donc la déficience immunitaire combinée sévère, ça arrive chez les enfants, donc le patient ne l'avait pas. Et autre cause, l'éthylisme chronique était présent chez le patient. La malnutrition et le dosage de zinc est revenu normal chez le patient. Et il n'y avait pas d'entéropathique oxydatif. Voilà. Donc, on a repris un peu l'historique de patient, tout ce qui a été fait. Donc, au début de 2023, donc, le patient a eu une récidive des ganglions. Il y a eu des ganglions hypermétaboliques au niveau iliaque interne droit, avec une majoration de PCA. Donc, c'était 10 ans après le premier traitement de sa prostate. En juillet 2023, donc il n'y a pas de biopsie qui a été faite à ce stade-là, mais ça a été considéré comme une récidive de son cancer de la prostate. En juillet 2023, il a une radiothérapie lombosacrée de 36 grés, fractionnée en 3 séances de 12 grés. Il part en voyage en Côte d'Azur pendant 4 mois, donc le voyage se passe sans particularité. En novembre, il revient en Belgique pour ses rendez-vous et donc il va en consultation chez l'endocrino. On voit déjà la lymphopénie à la biologie, mais elle passe inaperçue parce que le patient n'avait pas de plainte. Et en novembre, fin novembre, il fait une lipothémie et hospitalisation chez nous. Euh, donc là, j'ai retrouvé une étude multicentrique qui a été publiée en 2024, donc dans laquelle il identifiait, chez nous, le patient il avait déjà reçu la radiothérapie et on n'avait pas d'autres francs origine pour sa lymphopénie. Et donc, cette étude montre qu'en fait, vous voulez identifier les facteurs prédicteurs de toxicité hématologique retardée, c'est-à-dire 2 ans après la radiothérapie, de la lymphopénie grade 2, donc des lymphocytes entre 800 et 500, sur une radiothérapie pelvienne dans le cancer de la prostate. Donc, dans les résultats, il y avait des patients après 3 mois qui avaient une lymphopénie aiguë, G2 de 86,3 et 39,4%, G2 à 86,8 et G3 à 39,5. Après 2 ans, 9,3% de la population des patients présentaient quand même une lymphopénie G2 et 0,8% G3. Il y avait une corrélation positive entre la lymphopénie et la surface totale qui était irradiée au niveau pelvien. Donc, si les patients qui avaient reçu une irradiation de l'ensemble de pelvis étaient beaucoup plus à risque. Et si on faisait des fractionnements au niveau des régions pelviennes, ben, si on reçoit une radiothérapie lombosacrée, elle est beaucoup plus à risque de développer des lymphopénies que les autres régions.
Donc, les facteurs prédicteurs qui étaient retenus ici, c'était déjà le taux initial de lymphocytes avant la radiothérapie, le tabac. Apparemment, ça altère la microcirculation et ça empêcherait la reconstruction des lymphocytes. Et le développement de lymphopénie grade 3 pendant la phase aiguë, donc juste après la radiothérapie. Ouais. Donc, je trouve que ça, c'est quand même assez convaincant, hein, parce que bon, euh, on se trouve quand même à proximité de sa radiothérapie. On a un papier qui est quand même qui est cohérent avec ce que l'on voit. Alors ici, mon petit commentaire additionnel, puisqu'on n'est pas dans ce cas de figure, mais donc, il y a des lymphopénies, en particulier CD4, qui peuvent être retardées, comme ici à 2 ans, mais parfois beaucoup plus. Et donc, on peut voir des patients qui restent lymphopéniques des années après une radiothérapie, dans d'autres types de cancers d'ailleurs, et qui pourraient, voilà, et qui passent souvent sous les radars. Donc ici, on aurait une explication de la lymphopénie éventuelle. Enfin, ça n'explique quand même pas l'ensemble du tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Alors, une proposition de biopsie un ganglion avec un point d'interrogation. Oui, une question importante. Est-ce que le patient a voyagé ou a vécu en dehors de la Belgique? Ça, c'est par rapport à toutes les hypothèses infectieuses, Oui, je dirais, mais il était en Côte d'Azur. d'importation, on dirait. Et alors, on, on est très avide d'avoir une biopsie ostéomédulaire. OK, Bon, on est d'accord avec ça? OK. Alors, ça va arriver. voyage, Jean. La Côte d'Azur, c'est quand même un pays étranger Oui, avec d'autres maladies infectieuses que nous n'avons pas encore ici oui, et qui vont arriver. et qui vont arriver. Oui. Donc, il faut s'y préparer, les Rickettsies. Leishmaniase. C'était négatif. Oui. Mais donc c'est vrai que le sud est en train de remonter. Oui, oui. Ça, c'est le réchauffement climatique, hein. Voilà, diagnostic à ce stade. Donc, la lymphopénie, on l'a attribuée à la toxicité de la radiothérapie, parce qu'en en fait, ça expliquait très bien sa lymphopénie. Et pour la fièvre, donc, est attribué à l'abcès dentaire. Donc, on a fait un avis dentaire avec un panorex dentaire qui montrait donc une infection de la 47e dent, avec enfin, c'était plutôt une ostéite, donc, qui était probablement à l'origine des ganglions observés au niveau de PET scan. Donc, on fait l'extraction de la dent en question. Donc, juste pour vous montrer, donc c'est cette dent-là, donc au niveau de la 47e. Voilà. Voilà. Évolution. Ça n'a rien changé au tableau clinique. Le patient reste toujours fébrile. Il se dégrade de plus en plus. Il a des troubles de déglutition. La pancytopénie persiste. Le syndrome inflammatoire persiste aussi. Donc, on lui fait quand même une biopsie ostéomédulaire. Donc, on se décide quand même de lui donner des corticoïdes qui améliorent le tableau pendant quelques jours. Donc, le patient, il se retrouve carrément une nouvelle vie. Il marche dans les couloirs, il fait des exercices avec les kinés, mais 4 jours plus tard, il se dégrade encore. Récit de mêmes symptômes, le patient il est fatigué, il n'arrive plus à bouger et il est dans son lit. Voilà. Donc, on lui fait une bio. Donc, ça, c'était chez nous. Donc, on voit que l'hémoglobine est à 7,7, des plaquettes enfin, les thrombopénies qui s'aggravent, des lymphocytes qui, depuis l'arrivée, ils sont encore plus diminués, donc ils sont à 70. La ferritine qui était supérieure à 8000, la CRP à 55, une hyponatrémie et les triglycérides à 360. Bon, manifestement, il y a des choses qui évoluent. Alors, oui, alors pour les trucs infectieux, c'est dans la suite de ce que nous avait dit Jean Gérin, ben, la dengue, euh, le West Nile, vu la Côte d'Azur, là, on peut tout imaginer, effectivement, de point de vue infectieux, y compris d'ailleurs avec ce qui est proposé, à savoir un syndrome d'activation macrophagique. J'imagine qu'Alil est d'accord avec cette proposition. Il a une ferritine fort élevée, des triglycérides. Oui, les deux éléments qui sont, on ne voit pas dans d'autres pathologies 8000 ou plus de 8000 de
ferritine et également la triglycéride, qui sont vraiment les éléments essentiels, même parfois plus importants que la ponction de biopsie médulaire. Oui, c'est ça. On pourrait ne pas voir les macrophages gourmands. Euh, OK. Je sais pas, moi, en revoyant maintenant l'histoire telle qu'elle est là, on peut se demander aussi, bon, si on, parce que on aimerait bien quand même euh, adopter quand même le principe de parcimonie et donc d'avoir cette lymphopénie due à la radiothérapie et puis autre chose qui vient après. Et donc les radiations ionisantes, c'est pas très bon pour la santé. Et bon, donc je me demandais dans quelle mesure il pourrait pas y avoir une hématopoïèse clonale qui aurait été déclenchée par les radiations ionisantes et puis alors développer un tableau hématologique comme celui-là. Autre chose encore? Oui. Oui. Donc ça, c'est Sarah qui est très en verve comme d'habitude. Et donc un syndrome d'activation macrophagique, mais sur quoi? Et donc à ce stade-là, elle n'exclut pas forcément formellement la leishmaniose. Et donc, il faudrait rechercher du leishmania sur la moelle. Là, c'est le bon endroit pour le rechercher. Jean, Ouais, si je me rappelle bien, il a déjà eu une moelle. Il a eu une Il- biopsie de moelle, Oui, mais le résultat était en cours à ce stade-là. c'était une ponction de moelle hein, qu'il Ponction de avait moelle. eu. Ok. Ouais. Et puis, il y a une donc il y a une ponction qu'on a vue et il va avoir une biopsie qu'on n'a pas encore vue. Non, les résultats, on ne l'a pas encore vu, non. Les résultats OK, vous arrivent. d'accord. Voilà. Ouais, le diagnostic, donc, comme vous le dites, syndrome d'activation. Pas macrophagique parce que ça a changé, donc c'est pas syndrome d'activation macrophagique, c'est plutôt syndrome d'activation lymphohistiocytaire, parce que le syndrome d'activation macrophagique est une forme de syndrome d'activation lymphohistiocytaire qui est attribuée à des maladies rhumatismales surtout, comme aux maladies auto-inflammatoires comme le lupus ou la maladie de Steele. Voilà, donc le syndrome d'activation lymphohistiocytaire, c'est une définition, c'est une famille de histiocytose non langue ancienne, caractérisée par une stimulation inappropriée des lymphocytes cytotoxiques et des macrophages, entraînant une phagocytose anormale des éléments figurés du sang et une défaillance organique. Le diagnostic doit être évoqué donc, devant toute cytopénie fébrile. Anciennement, il y avait deux formes, donc la forme primaire génétique, essentiellement retrouvée chez les patients, enfin chez les enfants, pathologie essentiellement donc caractérisée par des mutations provoquant un défaut de cytotoxicité des NK killers ou des lymphocytes CD8. Et à la forme secondaire, on l'appelle plus maintenant comme ça, mais pathologie de l'adulte survenant suite à des tumeurs, des infections ou des maladies auto-immunes. Actuellement, les mutations peuvent être retrouvées, certaines de ces mutations peuvent être retrouvées chez les personnes âgées, et du coup, cette dénomination primaire-secondaire n'est plus d'application. Enfin, selon certains auteurs, sera up-to-date, mais dans les autres, ils l'utilisent toujours. Donc, le taux de mortalité, toutes causes confondues, est de 50%. Voilà, la physiopathe, donc, c'est des macrophages qui sont activés, qui produisent des cytokines inflammatoires, surtout l'interféron gamma, interféron alpha, les interleukines 6, 12, 10 et 12 et les récepteurs solubles de l'interleukine 2. Au niveau lymphocytaire, bon, donc, c'est un défaut d'élimination des cellules âgées ou endommagées ou les cellules de l'hôte infectées par les lymphocytes. Donc, c'est un déficit fonctionnel où il y a une carence. Donc, dans le SALH, il y a un défaut d'élimination par les lymphocytes cytotoxiques et NK killers des macrophages activés. Donc, le défaut peut être fonctionnel, génétique ou acquis, où il y a une absence. Chez notre patient, bah, les lymphocytes T, ça c'était le phénotypage, donc il en avait tous, il n'avait que 16 lymphocytes, lymphocytes T, le CD4 était à 1, et le lymphocyte CD8 était à 15, et les NK killers étaient à 2. Voilà. Donc, il y a quand même des formes génétiques, donc SALH familial, donc surtout retrouvé dès le jeune âge. Il y a pas mal de mutations qui peuvent donner ça, donc qui altèrent le fonctionnement des lymphocytes. Il y a des syndromes d'immunodéficience congénitale qui sont liés au développement des SALH familial. J'ai pas eu le temps de détailler tout, parce que c'était quand même assez long. Voilà. Des autres causes infectieuses, ben, il y a les causes infectieuses qui peuvent déclencher le SALH, les néoplasies, donc surtout les hémopathies malignes. Les tumeurs, les autres tumeurs comme gastrique, pulmonaire, ovarien, les maladies auto-immunes, surtout le lupus, donc qui peut provoquer une activation des syndromes d'activation macrophagique, mais les autres maladies auto-immunes
il développe le SALH suite à une infection dans le cadre de cette maladie. Mais dans le lupus, rien que le lupus lui-même peut provoquer le SALH. Et les maladies auto-inflammatoires comme la maladie de Steele ou la sarcoïdose. Donc, en termes infectieux, ben, on voit pas mal de virus qui peuvent provoquer. Il y a la plupart qu'on avait exclus déjà chez nous, même si même pas tout. Euh, voilà, c'était train d'information. Voilà. Les critères diagnostiques. Donc, chez les enfants, on utilise des critères. Donc, il faut avoir 5 critères sur 8. Donc, une fièvre supérieure à 38, une splénomégalie, une bicytopénie, un taux élevé de triglycérides, une ferritine élevée, image d'hémophagocytose au niveau de la moelle, rate ou ganglion, une diminution de la cytotoxicité des cellules NK, un taux élevé de CD20, CD25 soluble. Donc, et chez l'adulte, il y a l'H-score qui peut nous guider, mais encore une fois, c'est décrit dans le cas d'une syndrome d'activation macrophagique dans le cas de suite à des maladies rhumatismales comme le lupus ou style. Donc, je pense pas. Enfin, selon UpToDate, c'est pas d'actualité. Enfin, c'est pas ça qu'on doit utiliser pour diagnostiquer le SALH. Mais en pratique clinique, tous les auteurs utilisent ça. Voilà. Et chez l'adulte, donc on a un score en fonction de différentes immunosuppressions connues, la fièvre, avec différents degrés de température, l'hépatomégalie ou splénomégalie en faisant le score. Donc, si le score est entre 0, dans le score varie entre 0 et 337 points, un cutoff est fixé à 169 points, donc qui permet d'exclure, enfin, de conclure à un syndrome d'activation macrophagique avec une sensibilité de 93% et une spécificité de 86%. Le traitement de SALH, donc à première intention, c'est toujours l'étoposide 150 mg par surface corporelle pendant 8 semaines. Donc, les 2 premières semaines, c'est 2 fois par jour, 2 fois par semaine, et 1 fois par semaine de troisième au 8e semaine. En même temps, on donne la dexaméthasone, donc semaine 1 à 2, 10 mg par surface corporelle, puis semaine 3 à 4, 5 mg, semaine 5 à 6, 2,5 par 2,5 mg, et la semaine 7, 1,25 mg, et semaine 8, on fait le schéma de décroissance. Si jamais le patient récidive et qu'on ne peut pas contrôler la SALH, on passe en deuxième intention. Donc, c'est des traitements anti-INF, interférons gamma, c'est emapalumab, donc 1 mg kilo, qui peut être majoré en fonction de la réponse clinique jusqu'à 10 mg par kilogramme, en même temps que la dexaméthasone, 5 à 10 mg par mètre cube. Ou, si c'est un patient jeune, on peut faire une transplantation médulaire. Le fait d'avoir ça, c'est que la différence avec le syndrome d'activation macrophagique, c'est que en termes de traitement, si c'était un patient qui était connu avec une maladie de style ou un lupus, on préconiserait plutôt un anti-L1 plutôt qu'un anti-interféron gamma. Et c'est pour ça qu'ils font la différence dans la définition. Voilà, ça c'est le résultat de la biopsie ostéomédulaire. Donc on voyait quand même un amas d'histiocytaires avec activité de phagocytose. Sinon le reste de la moelle était riche, mais il n'y avait pas de signe de dysplasie. Voilà, donc, mais on y reviendra avec toutes les pathologies qu'on a recherchées au niveau de la moelle. Mais on trouvait en fait ça, c'est un critère en plus pour confirmer notre diagnostic de SALH. On lui fait un PET scan de contrôle. Donc, on n'avait plus de foyer hypermétabolique au niveau du côlon. Enfin, on a retrouvé un foyer hypermétabolique au niveau du côlon, mais il y avait disparition des ganglions au niveau de la parotide et des chaînes cervicales. Donc, on lui fait une coloscopie qui montre juste une diverticulose sigmoïdienne, mais rien d'autre. Donc, l'évolution chez nous, tant que le patient recevait de l'étoposide, il se sentait très bien, il sortait, il faisait des exercices, mais à un moment donné, il a quand même une amyotrophie due à cause de la corticothérapie de longue date. Il y avait une amélioration de la cytopénie euh, pendant qu'il recevait l'étoposide. Le traitement a été interrompu à plusieurs reprises parce que chaque semaine avant qu'on lui donne l'étoposide, il réchauffait, donc à chaque fois on était obligé d'exclure un contact infectieux. Il y a eu un épisode de diverticulite qui a été traité par antibiotiques, donc pendant ce temps-là, on n'a pas pu donner le traitement. On a quand même poursuivi le bilan étiologique, donc les sérologies étaient toutes négatives, il n'y avait toujours pas de tumeur solide, et on s'est orienté plus sur les analyses à la recherche d'hémopathie. Par exemple, les réarrangements lymphocytaires, les leucémies, les myélofibroses ou quelques myéloprolifératifs. Voilà, donc ça c'est juste un titre informatif de la bio sous étoposide. Donc on avait quand même, le patient il descendait avec des thrombopénies qui étaient presque à 70 000, donc là il y avait une amélioration. Les globules blancs diminués ici, c'était plutôt dû à cause de la toxicité de l'étoposide, mais on voyait l'anémie qui remontait, la CRP qui était à 0,8.
et le bilan, le reste de la prise de sang qui était beaucoup mieux. Voilà, pour la recherche d'hémopathie maligne, donc on a fait une première fois un panel de gènes qui a été fait sur la vie hémato, donc qui avait exclu toute, il n'y avait pas de mutation pour les syndromes myélodysplasiques, myéloprolifératifs ou des leucémies myéloïdes, un lymphome B qui avait été exclu par la recherche d'un réarrangement clonal de gène IGH, un cariotype médulaire qui était normal aussi. On a pensé à un lymphome intravasculaire mais qui a été exclu par biopsie musculocutanée. Ensuite, ça, c'est le deuxième panel de gènes qui a été réalisé 2 mois plus tard, donc après le traitement par étoposide, dans lequel on a mis en évidence une mutation du gène DNMT3 qui mettait le patient, caractérisait le patient dans la famille de CHIP, donc c'est des clonal hematopoiesis of indeterminate potential, donc cela augmentait le risque de développement secondaire d'hémopathie maligne chez ce patient, avec un risque secondaire de 0,5 à 1% par an. Et en même temps, on a mis en évidence une population clonale de lymphocytes T. Donc, la signification qui était on ne connaissait pas qu'est-ce que ça pourrait représenter au niveau clinique. Donc, ça le classait en T-cell clonal of undeterminate significance, TCUS. Donc, ça, c'est le protocole. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc, je ne sais pas si je dois le lire. Donc là, ça explique un peu ce qui a été retrouvé au niveau de l'habitation. Donc ça augmente son risque de développer des hémopathies malignes secondaires, avec un risque de 0,5 à 1% par an. Le lymphome B était exclu. Et voilà, ça c'est la population clonale qu'on a retrouvée. Donc il y avait 2 populations, un raison de 56% et 31%. Voilà. La question à se poser ici, c'est est-ce que la mutation DNMT3 et le chip peut être à l'origine de son SALH? A priori, non. Parce que la mutation peut être favorisée par la chimiothérapie. Donc, j'ai trouvé un article qui disait qu'en fait, les patients qui étaient traités par chimiothérapie pouvaient provoquer ce genre de mutation. Et donc, et d'autant plus que lors du premier panel de gènes qui a été réalisé, le DNMT3 a été testé, qui était négatif à ce stade-là. Et il n'y a pas d'article dans la littérature qui décrit une telle relation. Et puis, le TCUS peut-il provoquer un SALH? Il y a aucun article dans la littérature pour expliquer si ça peut provoquer un SAM ou un SALH. Donc, notre patient, après à l'arrêt des toposides et des corticoïdes après 8 semaines de traitement, le patient est devenu grabataire avec une amyotrophie importante, donc il ne pouvait même plus marcher. Il y avait une récidive de pic fébrile, récidive de pancytopénie et de syndrome inflammatoire, donc caractérisant donc un syndrome de récidive de SALH. Alors, peut-être on a quand même avancé pas mal là dans le diagnostic. Je crois que ça mérite quand même un peu de discussion euh, à ce stade. Alors, comme tu l'as dit, l'hématopoïèse clonale, bon, c'est 10 à 20% au-dessus de 70 ans. Donc, c'est quelque chose de fréquent et qui finalement est un élément de susceptibilité pour déclencher quelque chose. Bon, avec toute la problématique des vaccins COVID, il y a quand même un faisceau d'arguments pour se dire que des patients qui avaient, sans le savoir, une hématopoïèse clonale liée à l'âge, pouvaient être dans une situation de déclencher un lymphome ou certaines formes de lymphome par le vaccin ou une autre stimulation. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose qui définit une maladie, mais qui définit une susceptibilité. On est un peu dans la même situation avec les clones T qui ont été mis en évidence, si ce n'est quand même que c'est pas un petit clone. Il y a quand même, pour un des clones, c'est près de 60% des lymphotes et l'autre, c'est 35%. C'est quand même beaucoup. Et on sait quand même que ces syndromes d'activation macrophagique peuvent être déclenchés par une population T anormale, de la même manière qu'on a des neutropénies associées à des V-bêta particuliers de lymphocytes T. Et donc, je ne rejetterai pas cette hypothèse euh, que ça soit une maladie T sous-jacente où les cellules sont relativement peu visibles, mais où c'est le déclenchement de la riposte macrophagique qui donne le tableau clinique. Avant, on appelait ces maladies l'histiocytose maligne.
On ne savait pas d'où ça venait, puis on s'est rendu compte que ces histiocytoses malignes étaient plutôt des maladies au départ T et dont la réaction immunitaire donnait le tableau clinique. Donc, ici, on pourrait viser les T. On ne sait pas où ils sont, mais en tout cas, il y a des T potentiellement meurtriers. Enfin, ceci dit, les toposides, ça peut marcher un peu sur les T aussi, Khalil. Bon, c'est pas Ça traitement à peut- la lymphothé, hein. Non, c'est pas un traitement de l'infanté, mais c'est vrai que ça marche, en tout cas dans les lymphopathies, Ouais. au moins B. On sait que ça marche, donc ça, sur les lymphocytes, ça peut marcher, mais surtout sur les macrophages et les cellules Ça, mono. c'est le but premier, bien Voilà. sûr. OK. Voilà. Donc, l'évolution chez nous. Donc, donc, il y a une récidive de SLH après l'arrêt de traitement. Donc, il y avait une indication potentielle de traiter le patient par un traitement de seconde ligne. Mais le patient, la situation clinique, c'est compliqué. Donc, il a fait une pneumonie d'inhalation avec des hémocs positifs à Serratia. Il a été mis sous antibiothérapie, sous tazocin, malgré que le germe était sensible. C'est une mauvaise évolution. Et le patient, il a fait un choc septique et est décédé ensuite. Voilà. Merci. OK. Bon. Et il n'y a pas eu d'examen post-mortem. Non. Non. Bon. Alors, Brigitte, commentaire. Non, on ne sait pas aller plus loin, hein. Non, il est probable qu'il y ait quand même une hémopathie sous-jacente qui a déclenché et résistante au traitement. Mais ça reste des hypothèses à ce niveau aussi. Je crois que toutes les causes infectieuses chez ce patient ont été recherchées, entre autres la leishmaniose aussi, au niveau de la biopsie. Donc là, il y avait pas d'indication. Ça reste, bon, enfin, ceci dit, bon, ça en est la preuve, ça reste une maladie grave, hein. Mathieu. Et donc, au moment où il fallait trouver un traitement de seconde ligne, la famille m'a demandé de prendre contact avec Saint-Luc-Bruxelles. Ils avaient dans leurs proches des gens qui avaient travaillé là-bas. Et donc, ils m'ont demandé d'appeler le service d'hématologie et de médecine interne de Saint-Luc. Donc, j'ai envoyé tout le dossier et je les ai eus au téléphone. Ils étaient super, ils m'ont beaucoup aidé. Leur idée à eux, ils m'ont tous les deux. J'ai parlé à un hématologue et à un interniste. Ils m'ont dit, on a l'impression qu'il y a un lymphome T qui va finir par pousser. On a déjà eu le cas. On voyait le lymphome T arriver quelques semaines ou quelques mois après, après avoir débuté le traitement. Et eux, ils m'ont conseillé d'essayer un anti-ILA, l'anakinra en fait, parce qu'il y a deux études, je pense, à ce stade-ci et qui donnaient de bons résultats. Alors, effectivement, si on lit up-to-date, c'est plutôt réservé aux formes rhumatologiques. Mais je ne sais pas si, à ce stade-ci de la connaissance des traitements et de la physiopathe de ces maladies, on doit être aussi manichéen. Euh, et donc, on a essayé deux doses. Et c'est après ça qu'il a fait son choc septique. Et pardon. Et donc, j'avais aussi discuté, les hématologues me disaient, on a l'impression qu'il y a un lymphome T qui va sortir et malheureusement, c'est pas curable. Donc, Oui, non, c'est clair que quand on regarde le pronostic de ces infections, une fois qu'on est en dehors des réactions finalement suite à des infections, ça reste quand même des maladies de pas bon pronostic. Quand on revient entre guillemets, sur de l'idiopathique, la fin est souvent malheureusement comme celle-ci. Il y a une question? Culture de moelle. Ça n'a pas été fait. non, il n'y en a pas eu. OK. Autre chose? Question? Commentaire? Khalil? C'est vrai que dans ce cas, et la présentation, c'est vraiment dans de lymphome angio-immunoblastique
parfois on peut ne pas trouver l'adénopathie, vraiment une surface qui est très difficile parfois de mettre en évidence au niveau, imaginons, des amygdales, vraiment des biopsies, parfois plusieurs biopsies, ça permet de les mettre en évidence. Vraiment, c'est typique, les gens qui font de la fièvre pendant longtemps, longtemps, sans trouver vraiment une explication. Donc, à mon avis, l'hypothèse de lymphome, en tout cas une lymphopathie monoclonale, ça colle assez bien. Il y avait une question Attends, attends. Il y avait une question dans le chat sur tuberculose diffuse. Je crois qu'on a suffisamment d'arguments dans le panel d'examens qui ont été faits pour dire que ce diagnostic peut être raisonnablement exclu. Le quantiferon, le PET scan, enfin, les cultures qui ont été faites aussi, je veux dire, ça colle pas du tout avec une tuberculose diffuse. Oui, surtout ces éléments-là, parce que comme vous l'avez signalé, il y avait quasi plus de lymphocytes pour fabriquer de l'interféron. Et donc là, les faux négatifs, dans ces cas-là, sont quand même importants. OK, mais donc je pense qu'on peut effectivement en rester avec une probabilité de maladie T sous-jacente ayant déclenché un tableau de ce type-là. Ah, est-ce que tous les virus herpès étaient négatifs? On nous a montré l'HHV8 Et la et HV6 qui était... l'HHV6, oui. Le V8, je crois qu'on l'a pas. Oui. Là, je pense. Ça n'est pas. Je pense que la HV8 aussi. Oui. OK. Bon, mais donc voilà, bon, là, je crois que la moralité de cette affaire, c'est qu'il faut aller quand même assez loin, comme ça a été fait ici, pour rechercher les causes de ces maladies graves. Les toposides restent, en tout cas le traitement, mais qui est plus un traitement symptomatique de la maladie émergente qui donne les symptômes. Mais à partir du moment où on ne parvient pas à viser la cible qui déclenche cette grosse réponse, eh bien, on ne guérit pas le malade. Et si cette cible est éventuellement une maladie T sous-jacente, mais ça reste d'un très mauvais pronostic. Bon, ça met aussi en relief l'intérêt de ces techniques de biologie moléculaire et de génétique moléculaire, parce que sans ça, on restait perdu. Avant qu'on ait ça, ben, on aurait dit, ben voilà, cause idiopathique. Ici, on va quand même plus loin dans la recherche de la cause de ces réactions macrophagiques importantes. Bien, OK. Merci pour l'exposé, merci pour les interventions. Ceux qui croient dur comme fer quand ça tomberait sur un truc infectieux en sont pour leurs frais, mais on les remercie de leurs interventions tout à fait pertinentes. À la semaine prochaine.